Monde numérique. La Chine fabrique-t-elle trop de robots ? Les humanoïdes se ramassent à la pelle et ça devient un problème. Des robots qui réalisent néanmoins toujours plus de prouesses, comme par exemple le marché non-stop pendant 3 jours. On va parler de tout ça cette semaine dans Monde numérique l'hebdo. Au sommaire également, ChatGPT qui fête ses 3 ans. Alors qu'est-ce qui a changé ? Réponse, tout. Dernière nouveauté, ChatGPT mais aussi Perplexity se transforme en conseiller pour l'achat en ligne. On en parle avec Bruno Guglielminetti. Et puis l'intelligence artificielle qui commencerait à faire des ravages dans les entreprises, avec par exemple un dégraissage massif au sein du groupe informatique HP. Faire un tour en Tesla autonome, ça vous tente ? Eh bien, ce sera bientôt possible en France. Oui, en France. Mais attention, il va falloir s'inscrire et réserver sa place. Explication en détail dans cette émission. Dans la deuxième partie de cette émission, les interviews, on ira en Chine, justement, le nouveau pays des robots, mais aussi en Corée et au Japon, avec le prospectiviste Michel Lévy-Provençal, qui nous livre son regard et son analyse sur ce qui se passe là-bas actuellement. Vous allez voir, c'est passionnant. Enfin, on ira regarder dans les étoiles grâce aux jumelles à réalité augmentée de la société française Unistellar, un objet high-tech français insolite. Le dirigeant d'Unistellar est mon invité. Bienvenue dans Monde numérique l'hebdo du 29 novembre 2025. Monde numérique, Jérôme Colombin. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Monde numérique l'hebdo. Comme chaque samedi, 50 minutes de news, de talk, d'interviews consacrées au meilleur de la tech. Plus d'1 heure et sans pub si vous êtes abonné à la version longue sur Apple Podcast ou Spotify. Et je salue d'ailleurs les nouveaux abonnés, puisqu'ils sont de plus en plus nombreux abonnés à cette version premium. Sinon, retrouvez bien sûr les interviews en version intégrale et puis le débrief transatlantique en version complète la semaine prochaine sur votre fil de podcast. Avant de commencer, j'ai une petite nouveauté à vous annoncer, une surprise. Je l'avais vaguement évoqué la semaine dernière. Si vous aimez comprendre comment fonctionnent les objets connectés, si vous rêvez d'une maison plus simple, pratique, intelligente, eh bien j'ai le plaisir de vous annoncer le lancement d'un tout nouveau podcast entièrement consacré à la maison connectée, ce qu'on appelle aussi la domotique. Alors c'est un podcast qui va démarrer très bientôt, que je vais vous concocter avec passion et amour. La domotique facile à comprendre, vraiment. Si vous débutez là-dedans, vous allez tout savoir. Dans chaque épisode, on va décortiquer, par exemple, l'éclairage intelligent, les assistants vocaux, les différentes technologies de communication de la maison connectée, Zigbee, Matter, Thread, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? À quoi ça sert ? Je vous dirai tout, même si vous n'y connaissez rien. Les premiers épisodes, d'ailleurs, seront très, très pédagogiques. Et puis, au fil des mois, on ira un peu plus en détail, notamment dans les nouveautés produits. C'est un domaine très intéressant dans lequel il se passe énormément de choses. Donc le podcast est déjà en ligne, ça s'appelle Maison Connectée, vous pouvez le rechercher dès à présent, mais pour l'instant il n'y a que la bande-annonce à écouter, mais vous pouvez vous abonner. Et pour le premier épisode, rendez-vous le 10 décembre. Alors, beaucoup d'actualités tech cette semaine. Tiens, on va commencer par les robots. Avec Agibot A2. C'est un robot humanoïde chinois, encore un, et qui a battu un record cette semaine puisqu'il a parcouru plus de 100 km à pied en 3 jours sans s'arrêter. Il est parti de Suzhou le 10 novembre dans l'est de la Chine. Il est arrivé à Shanghai, au centre, sur le Bund, le long de la rivière, le 13 novembre. Donc 3 jours pleins, 106,286 km exactement. C'est un record. Ni vous ni moi n'en ferait autant. C'est normal, on n'est pas des robots. A2, lui, a été développé par la start-up Agibot. Il mesure 1,69 m. Il est équipé de modules GPS, de capteurs LiDAR, de caméras infrarouges pour évaluer les distances. Évidemment, d'intelligence artificielle aussi pour trouver son équilibre et puis détecter les objets. La société précise qu'il a traversé des zones compliquées même, type rue, voies rapides, etc. Et surtout,
pour réaliser cette prouesse, eh bien, il a changé 15 fois de batterie. Et oui, car le problème, c'est pas tant qu'il se fasse mal aux pieds, mais surtout qu'il n'ait plus d'autonomie. Eh bien là, il a pu fonctionner pendant plus de 53 heures ou 56 heures d'affilée. Alors, quelques interrogations quand même. Ce robot était-il vraiment autonome ou bien était-il piloté à distance? S'il était autonome, est-ce qu'il a réellement géré sa progression comme le ferait un humain en s'adaptant à l'environnement? Ou bien est-ce qu'il a suivi un tracé précis, exact, défini à l'avance? On ne sait pas, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que la Chine veut toujours en montrer plus en matière de robots. Ironie du sort, je vous le disais en titre et dans le sommaire, elle en produirait même trop, au point que l'agence de planification économique chinoise a émis récemment une alerte. Attention, le pays produit trop de robots humanoïdes similaires. Il est vrai qu'il y avait eu un mot d'ordre pour se lancer à fond dans la robotique. Du coup, des dizaines de startups chinoises se sont mises à produire des robots. C'est pour ça qu'on en voit des nouveaux toutes les semaines ou presque. Alors, n'empêche, ça n'enlève rien à l'évolution technologique stupéfiante qui est en train d'avoir lieu actuellement en Chine. Et on en parle tout à l'heure avec mon invité, Michel Lévy-Provençal. Des robots encore avec Memo. Connaissez-vous Memo? Sans doute pas parce qu'il est tout neuf, il a été présenté cette semaine aux États-Unis. Memo est un petit robot, un semi-humanoïde d'1m70 environ, tout en silicone avec un style un peu cartoon, parc d'attractions. Et il a une particularité, il n'a pas de jambes, ce qui n'est pas un problème pour un robot puisqu'à la place, il a des roues. Il est très stable, ainsi il peut se déplacer rapidement. Bon, il aura un peu de mal à monter les escaliers, bien entendu. Alors, son vrai tour de force, c'est la manière dont il apprend à faire des choses. Car ce robot développé par une start-up californienne qui s'appelle Sunday, eh bien, va tirer son intelligence d'un entraînement réalisé chez des vrais gens grâce à des gants bardés de capteurs. C'est-à-dire que des centaines de familles ont accepté eh bien, d'enregistrer des gestes du quotidien avec ces gants, comme débarrasser la table, remplir le lave-vaisselle, manipuler un verre sans le casser ou encore plier des vêtements. Tout cela, ça permet de générer des données. L'accumulation de ces millions de data sont ensuite inoculées à Memo pour lui apprendre à faire des choses utiles à la maison. Est-ce qu'il sera véritablement à la hauteur? On ne sait pas. Pour l'instant, il est encore en phase bêta. Il devrait coûter moins de 10 000 $. Des robots à l'IA, il n'y a qu'un pas, bien entendu. Et cette semaine, en matière d'intelligence artificielle, eh bien, on retiendra l'info de la semaine, le 3e anniversaire de ChatGPT. Rappelez-vous, c'était le 30 novembre 2022, le lancement officiel du chatbot d'OpenAI. Alors, je vous en parle dans un épisode à part, un édito en date du 28 novembre sur le fil de ce podcast. Ce lancement de ChatGPT qui, à l'époque, avait quand même été très discret. En fait, pas de grande fiesta, hein. Il avait fallu même plusieurs jours et plusieurs semaines pour qu'un buzz planétaire finisse par se développer. Aujourd'hui, 3 ans après, où en sommes-nous? Eh bien, nous en sommes à 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires, plus d'1 million d'entreprises clientes. Jamais une technologie n'a connu une adoption aussi massive, aussi rapidement. Et puis, nous en sommes aussi à une révolution des usages en entreprise et ailleurs. Le tsunami de l'intelligence artificielle générative. Car l'IA existait déjà, mais l'IA générative, elle n'était pas du tout accessible au grand public et c'est ça qui a vraiment tout changé avec l'arrivée de ChatGPT. Aujourd'hui, les chatbots, nos amis les chatbots, ils sont nombreux puisque en plus de ChatGPT, il y a aussi Gemini, Google, Perplexity, Mistral et puis des centaines de modèles, les fameux LLM, plus ou moins perfectionnés. Des modèles qui aujourd'hui savent en plus générer des images incroyablement réalistes et depuis cette semaine, ils ont même inauguré une nouvelle branche d'activité. Ils deviennent des conseillers pour faire du shopping. En tout cas, ChatGPT et Perplexity sont des guides de commerce en ligne. On en parle dans un instant avec Bruno Guglielminetti. Faire un tour en voiture autonome, est-ce que ça vous tente? C'est possible à partir de ce mois de décembre en France. Aussi étonnant que ça puisse paraître, puisque les véhicules autonomes ne sont pas encore du tout répandus dans l'Hexagone, mais c'est Tesla qui fait du forcing et qui annonce une grande opération de communication et de promotion de ces véhicules autonomes. Et pour en parler, eh bien, c'est une nouvelle voix que j'accueille dans Monde Numérique, Séraphin Bête. Il s'agira d'un trajet où vous serez le passager aux côtés d'un employé de Tesla assis sur le siège conducteur. Cette expérience sera gratuite et vous pouvez dès maintenant vous inscrire depuis le site de Tesla. Les essais sont disponibles dès le 1er décembre pendant tout le mois.
avec des démonstrations prévues dans 8 villes de France ainsi que dans d'autres pays européens. Alors, il faut préciser, Séraphin, que ce n'est pas un véhicule autonome de niveau 5, comme on dit, hein, c'est en fait le système de pilotage automatique de Tesla, le fameux FSD. Le FSD pour Full Self Driving est un logiciel avancé d'aide à la conduite de Tesla permettant de réaliser automatiquement des manœuvres complexes. Changer de voie, naviguer en ville, gérer les ronds-points ou les feux, mais le conducteur doit rester attentif en permanence. Actuellement, le FSD est classé au niveau 2, il n'est pas encore totalement autonome au sens strict niveau 4 ou niveau 5. Alors derrière cette généreuse expérimentation, il faut dire que c'est une véritable offensive de Tesla hein, qui se cache. Et d'ailleurs, tout récemment, ils avaient annoncé que les véhicules autonomes allaient arriver en Europe, mais ils se sont un peu fait retoquer. Il y a quelques jours, l'entreprise avait annoncé officiellement que son système de conduite autonome serait homologué pour le mois de février 2026. Moins de 24 heures après, l'autorité néerlandaise de l'homologation des véhicules en Europe a rectifié le tir. Non, il n'y a pas d'accord ferme, seulement une réunion prévue en février 2026 visant à tester ou démontrer le système. Ces démonstrations apparaissent donc comme un moyen pour Tesla de convaincre les consommateurs et d'influer les autorités européennes dans un contexte réglementaire bien plus strict qu'aux États-Unis. Merci pour ces explications, Séraphin Bête. Non, les téléphones portables ne provoquent pas le cancer. On le savait déjà, mais l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire, a publié cette semaine une nouvelle étude sur le sujet, ou plus exactement, une version revue et améliorée d'une synthèse qu'elle avait déjà publiée il y a quelques mois, synthèse de plus d'1 millier d'études scientifiques à travers le monde qui permettent de conclure que, on court moins de risques en utilisant son portable qu'en habitant en ville près d'un carrefour à cause des gaz d'échappement, par exemple. Hein. Ça, c'est pas l'ANSES qui le dit, c'est moi. Ce que dit l'ANSES, c'est que l'évaluation des connaissances associées aux précédentes données scientifiques ne met pas en évidence de lien entre l'exposition aux ondes et l'apparition de cancer. Donc, une annonce qui vient simplement confirmer ce qu'on savait. C'est ce que l'on sait aussi, c'est ce que la science nous apprend, c'est que oui, à forte puissance et à faible distance, des rayonnements électromagnétiques peuvent avoir des effets sur les tissus humains. Par exemple, si vous vous tenez à 1 mètre d'une antenne 4G allumée sur un toit d'immeuble, c'est pas bon. Mais avec les appareils que l'on utilise au quotidien qui répondent à des normes sanitaires très strictes, qui sont très en dessous des seuils critiques, il n'y a pas de danger. OVH Cloud, le leader français de l'hébergement cloud, est dans le collimateur de la justice canadienne. En effet, un tribunal de l'Ontario vient récemment d'ordonner à OVH Cloud de remettre à la police canadienne des données hébergées sur ses serveurs en France, au Royaume-Uni et en Australie. La Gendarmerie royale du Canada réclame des métadonnées et des informations concernant des abonnés liées à 4 adresses IP dans le cadre d'une enquête pour crime grave, je cite. Alors, en soi, ce genre de réquisition n'a rien d'extraordinaire, sauf quand même que là, elle émane d'un pays étranger à la France, pour des serveurs français situés en France, et c'est une affaire qui du coup prend un relief un peu particulier, alors qu'on n'arrête pas de parler de souveraineté numérique et des risques plutôt de la justice extraterritoriale américaine pour des acteurs américains qui ont des data centers en Europe. Là, ce ne sont pas les États-Unis qui s'en prennent à un acteur américain installé en France, c'est carrément la justice canadienne donc qui s'en prend à un acteur français. Alors pourquoi ? Parce que ça tient au fait qu'OVH dispose d'une filiale au Canada, mais celle-ci n'a pas d'accès technique aux données en question, stockées dans les centres européens du groupe, et donc elle en appelle à la direction du groupe basée en France. Voilà. Alors OVH se défend et ne veut pas, pour des questions de principe sans doute, remettre ces informations à la justice canadienne. Donc ils ont déposé une requête, un recours et ils ont fait appel même à des institutions françaises qui sont en train d'essayer de voler à son secours. Une autre affaire de justice qui ne va pas non plus dans le sens des intérêts français, c'est le moteur de recherche Qwant qui a été débouté par l'autorité de la concurrence dans les poursuites qu'il avait engagées à l'encontre de Microsoft. Ça fait 1 an que Qwant se bat contre Microsoft en l'accusant d'abus de position dominante sur le marché des moteurs de recherche pour les entreprises, le B2B. Et on sait que Qwant essaye en effet de s'installer de force dans un certain nombre d'entreprises françaises. Qwant, moteur de recherche français. Mais dans ce verdict rendu cette semaine, l'autorité de la concurrence estime que Qwant n'apporte pas d'éléments suffisamment probants pour démontrer que Microsoft serait dominant sur ce marché. Décision que la direction de Qwant a qualifiée de signal extrêmement négatif.
Avant de passer à la suite de cette émission, savez-vous que les premiers sites web s'affichaient dans une simple fenêtre toute grise ? Aujourd'hui, le web a progressé, les sites sont beaucoup plus riches, mais ils restent enfermés dans la fenêtre du navigateur. Bref, ça n'a pas vraiment évolué. Eh bien, faire sortir Internet du cadre, c'est ce que propose Frogans, partenaire de Monde Numérique, avec des sites libres, fluides, qui s'affichent directement sur votre écran, sans navigateur, sans bordure, sans limite. Alexis Tamas, cofondateur de Frogans. Si je prends par exemple l'environnement d'un ordinateur classique, traditionnel, le fait de publier un site Frogans sur un écran de cette nature-là va permettre d'avoir son contenu superposé aux autres fenêtres et donc de permettre à ces internautes, ces visiteurs, de rester en contact permanent avec mon contenu. Frogans fait actuellement l'objet d'une offre de titre qui vous permet d'acquérir, si vous le souhaitez, des parts de la société F2R2 à l'origine de cette initiative. Attention, cette offre se termine le 3 décembre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site f2r2.fr ou bien cliquez sur le lien en description de cet épisode. À noter, investir comporte un risque en perte de capital. Le débrief transatlantique. Bonjour Jérôme Colombin. Salut Bruno Guglielminetti à Montréal. Et oui, de retour dans mes terres. Et oui, après ton séjour parisien. Alors dis-moi, on parle de shopping cette semaine, c'est ça ? Même semaine, ChatGPT et Perplexity lancent à même leur outil. Dans le cas de Perplexity, c'est uniquement aux États-Unis, mais ça vaut quand même la peine de le mentionner parce que, ultimement, ça arrivera aussi chez vous. Donc, ChatGPT et Perplexity qui proposent des outils, des aides à l'achat. On dirait de l'aide au magasinage pour arriver le à magasinage, comme c'est mignon. C'est beau, hein? Ouais, on ne fait pas de shopping au Québec. On n'a pas le temps, on fait du magasinage. Mais donc, c'est ça. Alors, ce sont des outils qui permettent de vous aider pour trouver le produit ou la chose que vous cherchez. Puis évidemment, le fait de lancer ça juste pendant la super période de magasinage ici en Amérique du Nord, c'est pas innocent. C'est les pas gens innocent. ont besoin, tu le disais, hein, les gens cherchent, les gens ont besoin d'inspiration. Et puis, ChatGPT, Perplexity se disent, nous arrivons à renfort. Bien sûr, mais on le voyait un peu arriver, c'est sûr que de la même manière que Google était devenu le meilleur outil pour faire du shopping, faire des recherches, chercher des produits, etc. Très logiquement, maintenant, c'est l'intelligence artificielle et demain, certainement, c'est vers un chatbot d'IA qu'on se tournera pour rechercher des produits. Alors, tu parles de Perplexity, moi je peux dire un mot de, effectivement, Shopping Research de ChatGPT, qui a été annoncé il y a quelques jours, et qui est donc cette fonctionnalité qui permet de trouver le meilleur produit, mais exactement comme le ferait un conseiller en magasin, peut-être même mieux. Donc en fait, on lui parle en langage naturel, on lui dit « Tiens, je voudrais un casque audio pour faire du gaming avec un budget de 150 €, trouve-moi quelque chose » ou bien « Trouve-moi un aspirateur robot qui soit pas trop bruyant, etc. » Et il va... alors ce qui est intéressant, c'est quand même c'est la multiplication des sources que ne faisait pas Google, parce que Google, dans ce cas-là, il te ressort des liens, il te ressort des liens Amazon, etc. Là, il va analyser des fiches produits, il compare les avis, il fait une synthèse, il fait une shortlist, et puis à l'arrivée, il te recommande vraiment des produits, quoi. Mais ce qui est intéressant dans les deux offres, puis merci d'avoir si bien décrit avec ChatGPT, mais dans les deux offres, c'est que là, on ne parle pas d'agent, d'IA d'agentique là, qui part avec ta carte de crédit pour aller faire l'acquisition. On est vraiment dans le conseil et c'est pas pour rien parce que récemment, je te rappelle, Perplexity a reçu une lettre du service du contentieux de chez Amazon en disant arrêtez d'envoyer vos robots sur notre magasin parce que on n'est pas intéressé. Et parce qu'ils ont sorti un outil Perplexity qui permettait aux gens, donc, les plus téméraires, là, qui donnaient leur carte de crédit, il y avait un agent qui allait se promener, se balader sur Amazon pour faire de l'achat. Mais semble-t-il que ça a été mal reçu de la part d'Amazon et ils ont reçu une lettre en disant arrêtez ça. Et donc, Perplexity, c'est comme reculé, est revenu dans ses terres, mais il ressort de l'autre côté en disant « Ah oui, vous voulez pas qu'on aille magasiner chez vous? Tant mieux. » Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un conseiller et puis on les enverra pas nécessairement chez vous.
Eh oui, bien sûr. Parce que Ah, la question qui se pose derrière, c'est celle de l'objectivité. ben oui. Quelle est l'objectivité de ces outils? Est-ce que déjà, il va pas se tromper? Est-ce que, par exemple, il va me proposer les produits les plus récents? Parce qu'on sait que parfois, dans la temporalité, ils sont pas super bons, ces chatbots. Si un produit est sorti, il y a une semaine, ils seront pas forcément au courant parce que ça occupera peut-être moins de place, sur le web. Et puis, est-ce qu'il y a pas de la pub cachée? Est-ce que, il n'y a pas des biais justement pour éviter d'aller chez tel ou tel Mmh. marchand ou au contraire, promouvoir tel ou tel autre? Alors pour l'instant, ils disent que non. Pour l'instant, le territoire est vierge, faites-nous confiance, c'est aussi objectif qu'une IA peut être objective, mais inévitablement, il y aura Il y aura enfin des on billets. Ouais, il y aura de la pub, il y aura ouais. des biais et puis, les biais, ils vont venir aussi de la part des marchands. C'est-à-dire que ça Mmh. y est, de la même manière que les marchands devaient travailler leur SEO, leur référencement pour bien être visible sur Google, l'enjeu désormais, et ça fait un petit moment d'ailleurs que la mécanique a été amorcée, c'est d'être visible et d'être bien référencé dans les moteurs de recherche, puisque ces moteurs, pas ces moteurs de recherche, puisque les chatbots d'IA deviennent prescripteurs. Alors Bruno, il n'y a pas que la période des cadeaux, du shopping, pardon, du magasinage, hein, il y a Merci. aussi des choses très sérieuses. L'IA pour travailler, Ouais. l'IA au bureau et apparemment c'est véritablement le credo de la nouvelle version de Claude, donc l'IA L'IA d'Anthropic. d'Anthropic. Ouais, exactement. Et puis, c'est intéressant que tu le mentionnes parce que ça a été un gros lancement cette semaine. Ben, gros lancement. C'est pas du genre de ChatGPT 5, là, Ouais, mais c'est ouais, il vaut mieux. Anthropic qui a communiqué là-dessus. Et donc, Claude passe à l'opus 4.5 qui est spécifiquement développé et adapté et produit pour répondre à deux besoins. Le code, j'allais dire Ouais. le vibe coding, là. Et Mmh. puis, Donc le code informatique, donc c'est pour les développeurs, c'est exactement. très Et spécifique. et parallèlement à ça, tout le travail qui se fait en genre de bureautique. Donc, que ce soit de travailler sur un fichier Excel, de créer un fichier Excel, de corriger un fichier Excel, de travailler sur du Word, de travailler sur du PowerPoint, et ça fonctionne aussi avec, les d'autres suites, de bureautique, mais je trouve ça intéressant. Ils sont vrais Claude, c'est vraiment plus les versions avancent et plus on sent qu'ils se spécialisent dans le domaine des outils, de travail Ouais. et Tu aimes ça, bien attends Claude, hein? oui, j'aime bien. Moi, Mmh. ça a été longtemps mon correcteur, grammatical et orthographique pendant, bon, je dirais peut-être 1 an et demi. Après là, j'ai comme, je suis revenu sur ChatGPT parce qu'il s'est Ouais. amélioré dans le domaine. Mais, moi, Claude, pour faire de la correction, c'est assez fascinant. J'ai l'impression de retrouver mon prof du secondaire, qui me Ouais. dit: «Ouais, ben là, ici, je te fais une faute parce que ta 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 et puis ça ici, tu aurais pu aussi utiliser le mot ta ta ta». C'est vraiment ludique comme approche dans le correctionnel. Bah, c'est bien Ah, parce que, à oui, l'inverse, moi j'ai vu que ChatGPT, faisait des fautes parfois. oui, Il y a un truc qui m'a choqué, alors c'est un truc de boomer, hein, je vais te dire. Mais tu sais, il y a cette expression, qui est complètement rentrée dans les mœurs, tout le monde le dit, en France maintenant, c'est: «Je te partage». Je te OK. partage quelque chose, je te partage ce document et cetera. Mais c'est pas français ça, je suis désolé de le dire, mais en français on dit: «Je partage avec toi, je vais Ouais. partager avec toi». Ça vient de l'anglais, I share et cetera. Mais bon, mais c'est rentré dans les mœurs, au point Ouais. qu'un jour ou l'autre, moi je le dirai aussi, je le sais. On peut pas lutter contre ça. Il y a une Est-ce que évolution. ChatGPT te fait, des textes avec du coup? C'est pas impossible. Moi, j'ai J'en ai pas pas encore vu vraiment ça, vu. j'attends, Ouais. Ah, du coup, c'est formidable. Oui, mais du coup, c'est très bien. Moi, j'utilise, cette expression «du coup» parce qu'elle a un vrai sens. Tu récapitules ce qui s'est dit avant et tu introduis quelque chose qui va se dire derrière. Le oui. problème, c'est qu'effectivement, tu as toute une génération, les mecs, c'est tous les 3 mots. Ben non, mais c'est ça, hein. C'est une respiration, mais c'est vrai, parfois je discute avec des gens, alors il faut le dire, ils sont souvent plus jeunes que moi, et je me dis: «Mais qu'est-ce qui se passe? Tous les 3 mots, il y a du coup. Oui, alors du coup, je vous ai contacté pour vous dire du coup que je vous avais envoyé ça. Du coup, si vous pouvez, alors parce que du coup, il faudrait que» ça C'est comme s'ils c'est un sont toujours tic en de train de langage. te ramener au sens de ce qu'ils viennent de dire. Non, pas du Non, tout, non, non, je le sais, mais si tu le prends, c'est devenu un tic de langage. ben oui, tout à fait.
mais c'est un peu bizarre. Alors, Affreux. j'attends Ouais. le premier texte qui va m'arriver avec Ouais. ChatGPT qui va me dire, ben, du coup, non. Bien sûr, parce que ce qu'on raconte là, c'est beaucoup moins anecdotique que ça en a l'air. Ça Ben oui, montre bien que ChatGPT, et il dans l'air du continue, temps. à Ouais. s'entraîner, à évoluer et il s'entraîne sur des contenus qui sont pas forcément de la grande littérature, quoi. Après, il va pas nous parler en vieux français, hein, c'est pas ce qu'on attend de lui, mais en vieux François. Mais Oh, quand même, pendant longtemps, c'était un peu un moyen, tu l'as dit, de corriger des fautes et puis même d'être sûr d'une certaine, rigueur, grammaticale, ouais. d'écriture et cetera, et j'ai peur qu'il devienne un peu trop, langage parlé, en fait, hein, que ça devienne un peu trop familier la façon de parler de ChatGPT. Alors, il y aura toujours Claude, pour revenir à ta Alors ressource. peut-être que l'intellectuel de la bande, ce sera Claude, Ouais. effectivement, l'académicien, Ben, écoute, gardien du temple, ce sera Claude. il y a le petit Robert, pourquoi il y a pas Claude? Ouais, le petit Hein, Claude. Robert, Claude et les autres. Ouais. Bon, alors à part ça, l'IA commence à faire des dégâts dans les entreprises, sur l'emploi. Cette semaine, c'était HP qui annonce qu'entre 4 et 6 000 postes vont être, abolis, dû vraiment concrètement là, à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Tu dis: Ouais. «Ah, mais quand même». Il se passe quelque chose, ouais. Ouais. Alors attention, effectivement, ils annoncent 4 à 6 000 postes, sur 3 ans déjà, donc c'est pas avant 2028, mais c'est vrai que c'est beaucoup, ça représente 10 des effectifs de HP, qui est un immense groupe international d'informatique. Maintenant, franchement, la question, Bruno, c'est un peu, est-ce que c'est à cause de l'IA ou c'est, grâce à l'IA d'une certaine manière? Ou en tout cas, est-ce que c'est Ah, pas un peu ben l'IA, prétexte, ben, écoute, hein? si tu le regardes du point de vue, des patrons, c'est sûr que c'est grâce à l'IA, ils vont faire de l'économie. Si Ouais. tu le regardes du côté des syndicats, quoique chez HP, ils ne sont pas vraiment syndiqués, c'est, ben, à cause de l'IA, ces employés-là vont perdre leur job. Ça Oui, dépend mais un peu c'est du point de perspective. alors, là, tu as raison, mais en fait, je me suis mal exprimé, c'est pas ça que je voulais dire. C'est que, est-ce que c'est véritablement la conséquence de l'IA ou c'est simplement, un choix, voilà, d'ajustement et maintenant l'IA, c'est le prétexte facile. Tiens, on n'a qu'à dire que c'est à cause de l'intelligence artificielle, personne nous en vaudra puisque, c'est normal, toutes les entreprises doivent se moderniser, c'est une réalité et cetera et cetera. Ouais, ben, Tu vois? Peut-être que l'IA n'a rien à voir dans l'histoire. ouais, mais à 4 ou 6 000 postes, je suis pas sûr que l'IA a rien à voir là-dedans. Je sais pas si Non, c'était mais genre en fait, je suis d'accord, mais je pose la question parce non, qu'elle non, elle puis peut tu se as raison de poser. la poser. Tu sais, par exemple, cette semaine, on apprenait, par la bande qu'il va y avoir une soixantaine d'emplois qui sont, coupés chez Apple. Bon, c'est Ouais. minimal, puis ça se compare pas aux milliers de chez HP, mais on se dit, eux, ils sont en train de réarranger les flûtes. Il y a des marchés qui fonctionnent plus, ils vont déplacer des services, donc ça va. Mais quand tu coupes 4 000 à 6 000 postes sur 3 ans, tu Mmh. dis là, à un moment donné, là, il y a quelqu'un qui a regardé une ligne, une définition de tâche, puis s'est dit: «Ces gens-là, on peut les remplacer par la machine». Alors, est-ce que ça se passe comme ça, ou bien parce qu'il faut voir par secteur après, d'après le communiqué d'HP, ça concernerait donc, ce qu'ils appellent, le développement, produit, classique. C'est donc les opérations internes, de l'administratif, du Ouais. support technique et du service client et Et effectivement, c'est là que ça passe. ce sont des tâches hautement automatisables. Ouais. Mais on sait bien, Bruno, que, aujourd'hui, l'IA ne remplace pas entièrement un métier et pas entièrement un poste. En revanche, elle augmente les travailleurs, elle leur donne plus de productivité. Donc c'est vrai que, je prends souvent cette image-là, mais dans un service où tu as 5 personnes, si tu leur mets des outils d'IA qui leur permettent d'être 2 ou 3 fois plus productifs, peut-être qu'il y a plus besoin de 5 personnes pour faire le même Et on va travail. tomber à 2 ou 3. Exactement, Ouais. et donc c'est en ce sens que l'IA remplace et contribue à «dégraisser», entre guillemets, mais ça veut pas dire qu'il y a forcément des gens dont le métier n'a plus de sens. C'est Non, pas, non, tout à non, non, exactement ça. puis c'est très concret. Le service à la clientèle, on aura toujours besoin d'être capable de rejoindre, j'allais dire quelque chose dans une entreprise pour savoir comment ça marche, comment on peut retourner le produit, qu'est-ce qui s'en vient. Heu, ce lien-là entre le consommateur, Mmh. entre le consommateur et le producteur est essentiel et va devoir être là. Maintenant, si on corrige les processus, on se dit: «Bon, ben là, maintenant, ça va être fait en grande partie par des machines ou assisté par des machines», c'est là où il y a un impact. Même chose sur, des services de téléphonie ou de l'administration. Maintenant, on peut arriver à automatiser bien des choses là-dessus et c'est là, comme tu le dis, que la technologie vient,
Ouais. appuyé. Bruno, de quoi parles-tu dans ton carnet cette semaine? Ben, écoute, cette semaine, il y a beaucoup de monde, mais je veux absolument mettre, les lumières sur, 2 segments. Entre autres, je parle tu sais qu'à Montréal, Google a une équipe de le SWAT team de la sécurité internationale. C'est ici où, il y a un groupe de chercheurs qui veillent vraiment sur des milliards d'utilisateurs de Google. C'est vraiment pas des Ah ouais? blagues, là. C'est vraiment l'élite de l'élite de la cybersécurité Waouh! et ils viennent de publier un rapport, sur, le risque qui provient d'États ou de grands groupes organisés. Alors, on fait un survol de ce rapport-là. C'est vraiment fascinant. C'est l'espionnage, la cybersécurité, les films à la Tom Cruise vous intéressent, la Mission Impossible, vous allez voir, c'est rempli de ça. Et l'autre entrevue, c'est avec des gens que tu connais très bien. Il y a le guide de survie du CES 2026 Ah qui vient oui! de sortir. Il est Mmh. disponible, on peut l'acheter, se le procurer. D'ailleurs, je vous invite à le faire, si ce n'est que pour les 2 préfaces à lire de ta part et de la mienne. Mais plus Oui, sérieusement, c'est vraiment intéressant comme on est un outil, peu là. complices de l'aventure là, ouais, puisqu'on a Ouais. préfacé ce guide cette année encore. Ben, justement, alors j'ai les 2 auteurs avec moi et on passe à travers, ce qui pourrait être en tout cas, ce qui est le CES sur papier. Évidemment, le CES, une fois qu'on l'a parcouru, souvent, on en a une autre vision ou en tout cas une vision un peu, Ouais, c'est je vrai. dirais Mmh. particulière. Mais, donc si ça vous intéresse, si le CES vous intéresse, il faut absolument écouter cette entrevue-là avec, les 2 auteurs. Super. Le CES de Las Vegas qui aura lieu en janvier, donc tu es déjà en configuration CES. Ça me Ouais. stresse là, j'ai l'impression que je suis en retard moi. Bon, sais-tu quoi? Ce que je te propose, Jérôme, pour se Ouais. préparer, se mettre dans l'état, la semaine prochaine, on se donne rendez-vous à Las Vegas. Ah ouais, pas bête. Ouais, puis on D'accord. commence à se préparer. Ah bah ouais, on Ça fait te ça, tente? on va à Las Vegas un mois avant Oui? pour prendre Ben, l'ambiance, faire du et cetera. repérage, prendre Ouais, mais nos en marques. plus je crois il paraît qu'il y a un événement, AWS, donc on pourra en profiter. On verra sur place. Mais je pense que ça vaudrait la peine de Ça ouais, marche, je OK. suis partant. Écoute, rendez-vous à Las Vegas. OK. Bon, ben, la semaine prochaine, on se Sérieux, hein? retrouve à Las Vegas. Ouais, 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 ouais. OK. Ah ouais. Hein, vous nous croyez pas, vous qui nous écoutez, mais vous allez voir que c'est vrai. Ah, ben, vous serez surpris. Jérôme Colombin, excellente fin d'émission ou d'émission et puis, je te souhaite, une bonne semaine, puis on se retrouve à Las Vegas. Pareillement, salut à toi Bruno. Ciao, ciao. Monde numérique, le meilleur de la tech. Avant de passer aux interviews de la semaine, un petit teasing pour vous inviter à écouter cette semaine le nouvel épisode du Grand Débrief de Monde Numérique. Vous savez, chaque mois, avec mes camarades François Sorel et Bruno Guglielminetti, on passe en revue l'actualité tech du mois écoulé, en audio sur le fil de ce podcast et en vidéo sur la chaîne YouTube de Monde Numérique. Alors, ce mois-ci, au sommaire, eh bien, les 3 ans de ChatGPT, Google qui reprend du poil de la bête en IA, Apple qui ne fait toujours pas d'IA, mais des chaussettes pour iPhone, et puis aussi, on parlera des rumeurs de départ de Tim Cook. On revient aussi sur ce boom des robots humanoïdes. Voilà le grand débrief épisode de ce dimanche 30 novembre. En attendant, mes invités de la semaine. Dans un instant, ce produit high-tech insolite, des jumelles à réalité augmentée, signé Unistellar. Mais avant cela, nous partons en Chine et même plus loin encore, un peu partout en Asie, avec Michel Lévy-Provençal, qui revient d'une immersion dans cet univers où la tech est en pleine ébullition. Les interviews qui vont suivre sont proposées en version intégrale si vous écoutez Monde Numérique l'Hebdo Premium sur Apple Podcast ou Spotify, sinon retrouvez-les en épisodes séparés la semaine prochaine. Bonjour Michel Lévy-Provençal. Bonjour Jérôme. Ravi de t'accueillir dans Monde Numérique. Michel, tu es prospectiviste, dirigeant de la société Brightness. C'est à toi qu'on doit l'organisation en France des conférences TEDx. Tu rentres d'un long périple en Asie, dans plusieurs pays d'Asie. Aujourd'hui, de France, quand on voit un peu tout ce qui nous vient de la Chine à travers les vidéos sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de communication du système et des entreprises chinoises, et notamment tous ces robots humanoïdes qui semblent envahir l'espace. Est-ce que, pareil, est-ce qu'on est vraiment que dans la démo ou bien c'est déjà une réalité, les robots humanoïdes? Écoute, c'est les 2. C'est-à-dire que j'y suis allé aussi pour ça. C'est-à-dire j'avais des rendez-vous avec des boîtes qui fabriquent des robots
J'ai vu en gros 2 typologies d'entreprises, hein. Un premier type d'entreprise qui fabrique des robots, je dirais, plutôt, traditionnels au sens où, ce sont des robots à la fois qui font du nettoyage, qui déplacent des charges lourdes, ou des robots, tu sais, serveurs qu'on retrouve dans certains Ouais. restaurants, mais ça existe aussi en France, hein, notamment dans des restaurants chinois, Mmh. tu vois un petit robot avec un écran, tu peux commander ton plat et tu as le plat qui arrive. Donc ça, c'est la robotique qui est Mais c'est largement c'est répandue. c'est pas le robot humanoïde avec Non, les 2 bras, 2 jambes, non, hein? non, c'est vraiment Ouais. en réalité, ce sont quelques plateaux sur, C'est des chariots oui, c'est des autonomes, chariots en autonomes, fait. ouais, exactement. Ouais. Et ça marche super bien et c'est d'ailleurs très développé, dans toute l'Asie, hein, pas que en Chine, on en retrouve à peu près Mmh mh, mmh partout. mh. Dans les rues de Shenzhen, tu as des robots qui nettoient les rues qui sont super propres, hein, ça c'est et donc ça marche super bien, c'est largement déployé, c'est accessible, tu vois? Par exemple pour une ville, un robot, qui va nettoyer les rues je sais pas, d'un quartier, ça coûte à peu près 5 000 €, donc c'est déployable et Ouais. c'est autonome. Et puis, Mmh mh. je cherchais évidemment aussi des entreprises qui, fabriquaient des robots humanoïdes et j'en ai trouvé et j'ai visité des labs parmi les plus avancés. Alors pas Unitree, dont on entend énormément parler, Ouais. Heu, mais le concurrent d'Unitree qui s'appelle Engine AI, qui est, Mmh mh. vraiment son challenger, donc je suis allé dans les labos, de Engine AI et là, j'ai vu, leurs robots. J'ai publié quelques photos et il y a quelques vidéos qui vont sortir dans pas longtemps, de robots qui sont, effectivement avec une dextérité qui marche, qui court, qui, quand on les pousse, se rattrapent, qui font semblant de se battre, qui dansent, et cetera. Et qui marchent très bien et qui sont, vraiment très impressionnants. Mais ça s'arrête là parce que ce sont des robots qui sont téléopérés. C'est-à-dire qu'en permanence, tu as quelqu'un derrière avec une télécommande qui, manipule D'accord. le robot. Le robot n'est pas du tout autonome et d'ailleurs, toutes les démos qu'on voit aujourd'hui sur internet sont des robots Ouais. qui sont téléopérés. Ce qui ne veut pas dire, qu'il n'y a pas un vrai exploit, technique parce que la mécanique fonctionne, l'équilibre est là, la miniaturisation et la reproduction, par exemple, des articulations, des doigts, des coudes, et cetera, tout ça, ça fonctionne super bien. Mais Mmh mh. c'est pas, demain, qu'on va voir ces robots, chez nous en train de faire le ménage ou la cuisine ou remplir le lave-vaisselle parce que ça suppose une autonomie. Alors certains labos commencent à intégrer, les fonctionnalités, notamment à base de LLM, enfin équivalent de LLM, mais qui ont été entraînés sur des environnements physiques pour pouvoir les rendre autonomes, mais on en est encore, assez Mmh. loin. Qu'est-ce qui manque, en fait? C'est de l'apprentissage? Oui, c'est la couche d'intelligence. Alors ça peut venir très vite, hein. Le vrai challenge, c'est un challenge, mécanique. C'est d'avoir la capacité, de déplacer ces robots de manière le plus fluide possible, qui gardent un équilibre, de faire en sorte aussi qu'ils aient une dextérité et tout ça, je viens de le dire, ça existe. Mais de les rendre autonomes dans un environnement complexe, qu'ils ne connaissent pas, ça demande de l'IA. Ça Mmh mh. demande un entraînement, et on n'y est pas encore, mais avec la vitesse à laquelle avancent, les intelligences artificielles, on va y arriver. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas vu de robot autonome. Je n'en ai pas Mmh vu. mh. Mmh. Même le robot Donc tu com Xpeng là, dont on a Oui, entendu parler, Xpeng, voilà, voilà, c'est un le robot Iron. téléopéré. Ça Mmh peut mh. avoir Mmh un mh. intérêt, hein, mais on en reste encore à des usages qui sont des usages de R&D. D'ailleurs, NGENI nous le dit, ils vendent principalement à des universités pour pouvoir travailler sur des use cases. Mmh mh, mmh. Oui et d'ailleurs côté américain, Tesla a un peu le même problème, hein, quand ils avaient fait les dernières démonstrations d'Optimus, notamment, avec cette grande fiesta où c'était Optimus qui faisait des cafés, qui distribuait des boissons et on a appris 2 jours après que tout cela était complètement, pas fake, mais en tout cas, comme tu le dis, c'était des machines téléopérées. Donc en fait, il faut toujours un humain derrière le robot, ce qui limite un peu l'intérêt de la chose, hein, conceptuellement. Oui, alors, il peut y avoir un intérêt, hein, de piloter à distance des robots, pour plein de raisons. Ça peut être, pour, par exemple, aller dans des zones où on ne peut pas, aller humainement. Ça peut être aussi pour pouvoir, interagir dans des environnements où, on n'a pas besoin de se déplacer. Il peut y avoir un intérêt. Mais la Mmh. promesse,
qui reste quand même assez bluffante d'un robot autonome chez soi qui fait un certain nombre de tâches, ça, on n'y est pas. Mais encore une fois, je pense qu'on se laisse aussi pas mal avoir en Europe et en France aussi, hein, par Mmh. la surcommunication. La dimension storytelling, le fait de se survendre tant aux États-Unis qu'en Chine. Et n Ouais, et mais alors on était habitué à ça de la part des Américains, pas forcément de la part des Chinois jusqu'à présent. bah, écoute, les Chinois aujourd'hui, pour en avoir discuté avec pas mal d'acteurs qui, tu sais que la French Tech est très présente à Shenzhen et à Hong Kong. Et j'ai rencontré D'accord. plusieurs personnes, là-bas qui, m'ont expliqué comment ça fonctionne. D'abord, la force, de Shenzhen et de toutes, bah, je dirais toutes les chaînes de production chinoises, c'est pas forcément le très high-tech, c'est vraiment le low-tech, hein. C'est-à-dire tout ce qui touche à, des objets connectés, qu'on est capable aujourd'hui de prototyper en quelques semaines. D'ailleurs, Mmh. beaucoup d'acteurs, hein, européens, américains font ça. Ils prototypent en quelques semaines, et ensuite, produisent, à la chaîne, on m'a expliqué, hein, le montage. En gros, tu veux faire un objet connecté en moyenne, hein, évidemment, là, je parle vraiment de manière un peu caricaturale, mais en Mmh. moyenne, il faut prévoir, quelques semaines pour pouvoir prototyper ton objet. Ça te coûte à peu près 100 000 $. À partir du moment où tu as un plan jusqu'au moment où tu commences à avoir dix exemplaires de ton objet qui est vraiment complètement opérationnel, qui commence à pouvoir être certifié et ensuite, tu passes en production. Donc dans les chaînes de production, pas forcément à Shenzhen d'ailleurs, mais plus à l'intérieur du pays et là, faut compter à peu près 300 000 $ pour avoir les 3 000 premiers devices, mais vraiment en production massive. Et ensuite, D'accord. tu remets, à chaque fois un batch de 3 000 pour 300 000 $. Donc en gros, pour à peu près 9 000 pièces, tu en as pour 1 000 000 $ OK. et tu calcules à peu près le coût de production est de 100 $ par pièce. C'est pas un hasard d'ailleurs sur la plupart des objets connectés qu'on voit sur le marché tournent autour de 250, 300, 350 $ parce que, avec les coûts de marketing, les coûts de distribution et la marge, on est dans ces ratios-là, tu vois? Et je te parle de, par exemple, des Mmh. bagues, connectées, je te parle, de toutes sortes de devices, tu sais, les fameux devices qui intègrent de l'IA, Mmh. tous ces objets intelligents en réalité, sont conçus et déployés très, très rapidement, par cette chaîne, là et c'est au départ un peu de bluff et une production, qui reste quand même assez peu technologique au sens où, c'est pas forcément de la super high tech, tu vois? Mmh. C'est pas un robot, humanoïde. Là où les Chinois sont en train d'essayer de communiquer, pour revenir au point que tu évoquais, c'est-à-dire, le fait de bluffer, c'est de Mmh. montrer à quel point ils sont aussi très forts en haut de la chaîne. C'est-à-dire, en R&D, en capacité d'ailleurs à dépasser parfois les Américains et il y a une course en la matière. Je sais pas si tu as vu Bah, bien sûr. récemment le dernier modèle d'IA qui est sorti, Kimi qui dépasse, ChatGPT et qui dépasse, Anthropic, on est dans le même type de communication. Voilà, donc c'est il y a plus que les Américains, tu vois, qui le font. Les Chinois le font aussi. Ouais. Ça, tu as bien perçu cette compétition entre, les Chinois et les Américains, vus de Chine? On n'en a pas trop parlé, mais tu vois, par exemple, le fait que, Poly.ai, la fameuse boîte qui fait des taxis autonomes, communique comme ça et fasse en sorte d'avoir des robots taxis qui circulent dans la ville, donne, l'application de manière hyper accessible pour des gens comme moi qui, avec une application qui évidemment qui est en anglais, tu vois? Qui est pas en chinois, donc elle est faite pour des c'est bien la preuve qu'ils sont dans une, Mmh. course à la com aussi pour montrer la puissance, chinoise et très honnêtement, ils y arrivent bien. C'est-à-dire que, la techno fonctionne, hein, robotaxi en l'occurrence. Les robots que j'ai vus, bon, ils sont pas autonomes, mais ils sont, de la même qualité, voire, j'ai pas vu le Optimus, mais à mon avis, même qualité que Optimus. Xpeng, le robot Xpeng est largement meilleur, hein, donc ils sont Mmh. en train de il y a un article qui est sorti dans le Financial Times pendant que j'y étais
qui citait Huang, le patron de Nvidia, qui disait que la Chine était en train de gagner la bataille de l'IA face aux Américains. Ouais. J'ai vu cette déclaration, effectivement. Donc il y a quelque chose Ce qui qui- se passe. Ouais. Merci beaucoup, Michel Merci Lévy-Provençal. Jérôme. Merci. Bonjour Laurent Marfisi, Bonjour Jérôme. fondateur et directeur général de la société Unistellar installée à Marseille. Vous êtes en train de développer chez Unistellar un produit high-tech insolite, des jumelles à réalité augmentée. Et c'est une aventure au long cours, hein, la mise au point de ce genre de produit. Vous allez nous dire où vous en êtes, mais d'abord rappelez-nous le concept. Alors, Envision, donc on les a appelés Envision, ce sont des jumelles intelligentes à réalité augmentée, dont l'idée a germé il y a plusieurs années maintenant, et qu'on a décidé de concrétiser pour permettre, d'une part, d'explorer le ciel avec des jumelles de façon beaucoup plus aisée, beaucoup plus plaisante, et d'autre part, pour permettre à l'utilisateur de comprendre son environnement de façon beaucoup plus intuitive. Et donc, elles font deux choses. Lorsqu'elles sont éteintes, ce sont des jumelles normales. Et quand vous allez appuyer sur le bouton On, vous allez avoir de la réalité augmentée qui va être projetée dans votre champ de vision, qui va se superposer à ce que vous êtes en train de voir dans les jumelles. Quand vous observez de façon nocturne, vous allez voir les constellations, les noms des étoiles, les objets d'intérêt, etc., qui va se superposer à votre champ de vision. Et puis, quand vous observez de jour, vous allez être capable de voir les sommets des montagnes, les chemins de randonnée, qui vont se superposer au paysage que vous êtes en train d'observer. Donc, ça peut être utile pour repérer un refuge, un point d'intérêt, un monument, mettre fin à un débat sur quel est le nom de tel ou tel sommet que vous êtes en train de voir, ou la direction dans laquelle il faut aller et comment serpente le chemin dans la montagne. Ouais. Euh, C'est une espèce de Google Maps dans les lunettes, quoi. On peut caricaturer comme ça, oui, c'est à peu près ça. Ouais. Comment vous avez eu l'idée de faire ces lunettes? Alors au tout départ, ça vient d'un constat qui est que, quand on connaît pas trop l'astronomie, qu'on commence à regarder le ciel, hem, on se dit qu'on pourrait commencer par regarder avec des jumelles pour voir la Lune. Souvent quand on a des jumelles, on essaie de regarder la Lune avec des jumelles et cetera. Et puis l'expérience tourne court assez vite parce que, il est extrêmement dur de pointer et de voir des objets, du ciel dans des jumelles. C'est assez compliqué de se repérer dans le ciel. Mmh. Et pourtant ce serait vraiment l'instrument idéal pour s'initier à l'astronomie et pour avoir une balade plaisante comme ça dans le ciel. Et donc, le toute première idée vient de là, vient de comment faire pour avoir une paire de jumelles qui va devenir l'outil de prédilection pour commencer à explorer le ciel, de façon légère, de façon peu intrusive, pas comme un télescope qui peut être un peu plus impressionnant d'emblée, quand on n'a Ouais. pas encore commencé l'astronomie. Mais alors, il faut dire que vous avez déjà à votre actif, justement, un télescope d'un genre un peu particulier. Oui, en fait, notre premier produit qu'on a commencé à lancer il y a presque 10 ans, c'est un télescope intelligent. On a inventé le télescope intelligent qui avait une mission un peu similaire, qui était, de rendre l'observation plaisante, enfin plaisante, et aisée, et de permettre de voir enfin toute une quantité d'objets qui sont extrêmement fascinants, les galaxies, les nébuleuses, mais qui sont pas visibles dans les télescopes classiques. Est-ce qu'on va retrouver la même expérience avec les jumelles? Non, j'imagine. Enfin, c'est pas la j'imagine que Non, non. c'est une technologie qui est assez différente. Le télescope va, grâce à des technologies numériques, grâce à un capteur très sensible, va permettre de voir ce que l'œil humain peut pas voir. Hein, donc va accumuler de la lumière, va amplifier de la lumière, va voir dans des longueurs d'onde que l'œil humain ne voit pas, comme le proche infrarouge par exemple, ce qui va nous permettre de révéler énormément de choses avec une quantité de détails et de couleurs, etc., Mmh. qu'on ne voit pas dans un télescope classique et qu'on voit évidemment pas à l'œil ni dans des jumelles. Là, les jumelles, c'est un autre parti pris. On ne change pas la capacité de visualisation des jumelles, donc on va voir moins que dans un télescope et moins que dans un télescope numérique. Mais on va être parfaitement guidé, on va parfaitement pouvoir s'orienter et l'intérêt, c'est de pouvoir ce qu'apportent les jumelles, c'est
une meilleure capacité à se rendre compte de où sont les choses dans le ciel, comment le ciel s'agence, comment sont les constellations, où sont ces différents objets dont on parle. Et, c'est le fait que les jumelles grossissent moins qui va permettre de se dire: «Ah bah oui, ce que je suis en train d'observer là, c'est dans le ciel». Il y a une notion beaucoup plus intuitive et directe d'observation par rapport au télescope où ça grossit tellement qu'on peut avoir du mal à se rendre compte d'où est-ce que c'est, comment ça je peux faire le lien avec ce que je vois dans mon ciel étoilé quand je regarde à l'œil nu. Là, avec les jumelles, on a quelque chose qui fait le trait d'union entre le télescope et la vision non instrumentée. Et ce qu'apportent les jumelles, c'est pour ça aussi qu'on les a appelées Envision, c'est cette capacité à se rendre compte, à mieux envisager le monde autour de nous et donc le ciel également. Mmh. Ce sont des jumelles qui grossissent de combien? C'est quoi leur caractéristique, On est sur optique? un zoom de 10 fois, un OK, grossissement de 10 fois. mais optique. Optique, oui, purement optique. Merci Laurent Marfisi de Unistellar. C'est fini pour cet épisode de Monde Numérique du 29 novembre 2025. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous rappelle, si vous ne les avez pas écoutés en intégralité à l'instant, que vous pourrez retrouver les interviews complètes de mes invités la semaine prochaine, et notamment Michel Lévy-Provençal, qui aborde un point très intéressant sur la place de l'Europe par rapport aux technologies et sur ce que l'on peut conclure et comprendre de ce qui se passe en Chine avec les conséquences que ça pourrait avoir pour nous en Europe. Pas forcément de mauvaises conséquences d'ailleurs. À écouter donc la semaine prochaine. Avant de vous quitter définitivement, eh bien, toujours quelques messages de service. D'abord, n'hésitez pas à laisser un commentaire et une petite note sur votre plateforme d'écoute, quelle qu'elle soit, plutôt Apple Podcast et Spotify, car toutes les plateformes ne permettent pas de mettre des commentaires, mais en tout cas, sachez que c'est toujours très apprécié. Ne ratez pas le grand débrief cette semaine, ce dimanche 29 novembre, non, 30, on sera le 30, voilà, on est le 30, suivant l'heure à laquelle et le jour auquel vous écoutez cet épisode. Et puis, je compte sur vous pour vous abonner au podcast Maison Connectée pour être prêt dans les starting blocks dès que ça va démarrer. Si ce sujet vous intéresse, voilà, vous devriez apprendre pas mal de choses, je l'espère. Donc, à partir du 10 décembre, Maison Connectée sur toutes les bonnes plateformes. Merci encore pour votre fidélité. Passez une très bonne semaine pleine de tech. Salut.